la plupart des choses que j'allais vous dire ont été dites. Donc une répétition. Et d'abord, je voulais remercier le GIPREP de m'avoir invité à présenter des travaux qui sont menés en fait de longue date. Ça marche, hein? D'accord, des travaux qui sont menés de longue date en collaboration avec le GIPREP et le Centre d'Océanologie de Marseille. Et une grande partie des résultats que je vais vous présenter font également partie d'un travail de thèse réalisé par Emma Gouze, qui a pris la parole tout à l'heure, pour la période 2005-2006. Donc je vais vous parler un petit peu des cycles de la matière et de la production primaire. Donc on va rejoindre l'exposé précédent. Quand on dit cycle de la matière, moi je ne sais jamais par quoi commencer, parce que c'est un cycle, c'est une boucle. Après, surtout dans la nature, c'est une boucle qui ne s'arrête jamais. Donc pour démarrer, on va prendre l'exemple de l'exposé précédent, qui sont les apports. Qu'est-ce qui est apporté? Et on a pris un élément important qui était l'azote. Donc rappelez qu'en effet, un élément important pour la productivité, en sachant que pour moi, la productivité, c'est la formation, la construction de matière organique. D'accord, c'est ça la productivité pour nous, c'est de construire la matière organique. Et on va voir comment elle devient. Mais pour construire la matière organique, eh bien, il y a des organismes qui utilisent de la matière minérale. Donc quand on parlait tout à l'heure d'apports azote et phosphore totaux, moi je vais plutôt parler des formes minérales qui vont à la base du cycle de la matière et à base de ce qu'on appelle la production primaire. Primaire, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire c'est la base du système, d'un système écologique, la base d'un système qui va fonctionner. Donc ce schéma est très simple pour l'instant. On a parlé des apports. Oui, en effet, un des éléments importants pour former la matière organique, eh bien, il y a d'abord l'oxygène et le carbone qui sont là-haut, qui ne posent jamais de problème, parce que ce sont des gaz qui constituent notre atmosphère. Ils sont très solubles dans l'eau, donc il n'y a pas de problème pour que les organismes les récupèrent. Et en plus, ils sont en quantité quasiment illimitée sur notre planète. Donc on ne parle jamais de ces éléments-là, sauf pour le gaz à effet de serre. Par contre, où c'est un problème, c'est pour deux autres éléments importants pour la productivité d'un système, c'est l'azote et le phosphore. Pourquoi ce sont des éléments qui posent problème? C'est qu'ils ne sont pas présents sous forme gazeuse, sauf l'azote moléculaire, mais je n'en parlerai pas parce que c'est un azote très peu biodisponible. Donc pour avoir accès à ces éléments, eh bien, on passe par la voie aquatique, parce que ce sont des éléments très solubles. Le premier, c'est le nitrate. Et le nitrate, c'est la forme la plus oxydée de l'azote. C'est la forme stockage, c'est ce qu'on trouve en plus grande quantité, généralement, parce qu'elle est stockée dans les fonds marins, elle est stockée dans les zones peu productives, dans les rivières. Et donc, on parle toujours de ces apports-là comme les apports principaux de l'eutrophisation, c'est-à-dire d'un enrichissement d'un système. Pour l'instant, j'utilise le mot eutrophisation non pas comme un mot péjoratif, mais comme système qui va activer le système, activer la productivité, activer la production organique jusqu'à la chaîne trophique. Il faut voir ça comme étant positif. Donc, en effet, pour une lagune comme la lagune de Berre, eh bien, les apports d'azote, ils vont essentiellement sous forme de nitrate extérieur. Extérieur par le bassin versant, par le ruissellement, par les masses d'eau. D'ailleurs, on le voit tout de suite sur la diapo suivante, où là, vous avez en rouge les quantités de nitrate, ce sont les concentrations de nitrate dans l'étang de Berre, associées aux apports d'eau douce, et c'est des relevés mensuels entre 2005 et 2006. Et c'est des moyennes faites pour les apports de nitrate sur les 11 stations que vous avez en bas, donc à peu près régulièrement réparties sur l'ensemble de l'étang. Donc on voit qu'en effet, les apports, le nitrate, la concentration dans le milieu est vraiment reliée aux apports d'eau douce. Donc on peut lier en effet la concentration à un instant donné de nitrate à l'apport d'eau douce. Donc en effet, la concentration de nitrate est généralement bien reliée à une dessalure. C'est une signature d'une dessalure d'un apport d'eau douce. Parce qu'en fait, la construction, la formation endogène au sein du milieu du nitrate est très très faible. Donc c'est vraiment un traceur d'un apport extérieur. Par contre, en effet, on parle souvent de cycle de la matière, c'est que le nitrate qui est là-haut va servir, grâce à la photosynthèse et aux organismes autotrophes informés de la biomasse primaire, puis va servir la chaîne trophique. Mais ça ne s'arrête pas là, c'est un cycle, c'est-à-dire que la matière organique qui a été créée va être recyclée, va être dégradée et ça va repartir dans le système. Et donc il y a d'autres éléments azotés qui font partie de ces boucles, c'est l'ammonium. L'ammonium est rarement apporté en très faible quantité par les fleuves ou les apports extérieurs, même l'atmosphère. C'est vraiment de l'azote recyclé. Donc l'ammonium, la concentration d'ammonium dans un milieu est vraiment l'indice du fonctionnement du système. Plus il y a d'ammonium dans un milieu, plus il y a la régénération. Il faut partir de ce principe-là. Sauf que dans un milieu où il y a beaucoup de stations d'épuration, l'ammonium est aussi un traceur de stations d'épuration. C'est vraiment la formule type préférentielle de l'azote qui est rejeté par la station d'épuration. Dans l'étang de Berre, ammonium va dire grande activité de régénération ou alors proximité d'une station d'épuration qui rejette pas mal d'azote. Et le troisième élément, c'est le phosphate. Là aussi, c'est un élément très rapidement recyclé
très faiblement apporté par les fleuves ou les ruissellements. Vous l'avez vu tout à l'heure dans les rapports, quelqu'un a signalé les rapports très forts entre azote et phosphore. Il est présent en très faible quantité, mais il a un taux de réactivité et de recyclage très rapide. Donc en fait, c'est quelque chose qui va intervenir très rapidement dans la boucle. Alors qu'est-ce qui se passe? Là, c'est un système qui fonctionne bien. Vous avez un bassin versant qui alimente un réservoir, qui l'enrichit, ça produit, il y a une chaîne trophique, et le système est bouclé, soit dans la colonne d'eau, soit également par la zone benthique. Mais par moment, eh bien, les apports de nitrate sont trop forts, il y a eutrophisation et un développement anarchique de la production primaire et il n'y a plus de chaîne trophique. Donc dans ce cas-là, il va y avoir une remisation extrêmement rapide de la matière organique, disparition d'oxygène et c'est l'anoxie. Donc là, en effet, on passe de l'eutrophie de la richesse du milieu à l'eutrophisation et la dystrophie. Et là, c'est un effet négatif. Donc on va voir maintenant, on se situe un petit peu dans les temps de Baire. Là, je vous présente les résultats acquis pendant les 15 ans de suivi dans le cadre de JPREP sur différents paramètres. En haut, vous avez le nitrate. Donc on revoit bien le cycle annuel, c'est très saisonnier, en hiver des fortes concentrations, et puis en été des concentrations très faibles qui tombent même à zéro. Donc là aussi, quand on veut savoir à quelle saison on va mesurer la teneur en nitrate pour connaître son niveau d'eutrophisation, on ne va pas falloir se tromper. L'hiver, ça va être très riche parce qu'il y a les apports, et l'été, il y a zéro parce que tout est consommé par la production primaire. Et on voit que sur les 15 ans de suivi, il y a très peu de différence. Même des dernières années, on a des concentrations très élevées. Les années 2006, 2008, on en parle beaucoup, très particulières, faible apport, très faible concentration maximum en hiver. Mais il n'y a pas d'évolution sur cette moyenne-là, du moins sur 15 ans. Par contre, si on regarde sur l'ammonium et le phosphate, donc ce sont deux éléments chimiques extrêmement importants pour la productivité, vous notez déjà que les concentrations sont beaucoup plus faibles. Bon, je ne sais pas si vous voyez les unités, mais c'est vraiment beaucoup plus faible. Et là, c'est très anarchique comme distribution. D'abord, on n'observe pas d'évolution très sensible au cours du temps, et par contre, il n'y a pas de cycle saisonnier, parce que ce sont des éléments qui sont vraiment liés à un certain nombre de phénomènes très contradictoires, des apports, des régénérations, l'influence de la colonne d'eau, l'influence du sédiment. Tout ça interagit, si bien qu'on a d'importantes variations qui sont difficiles à cibler à un moment donné. Ce qu'on peut noter quand même, c'est que pour l'ammonium, au début de la mise en place du plan Barnier, il y avait des concentrations assez faibles, de l'ordre entre 0 et 1, et puis depuis les années 2000, des variations beaucoup plus élevées. Et je vous ai dit, c'est vraiment le signe d'un fonctionnement de la boucle de régénération. Il y a accumulation plus fréquente d'ammonium, donc certainement une régénération plus active. C'est la même chose qu'on le voit sur le phosphate. C'est moins net, mais on voit quand même que la limite de 0,2 est largement dépassée depuis les années 2000. Là aussi, un élément qui s'accumule, c'est un élément de régénération qui s'accumule dans le milieu. Alors, sur ces paramètres-là, qui sont pourtant les indices d'eutrophisation, on l'a vu dans les codes de couleur, pas beaucoup de modifications pour les temps de Baire. L'autre élément, c'est la chlorophylle. Alors pourquoi on prend ce pigment? La chlorophylle, c'est le pigment principal des phytoplanctons. On peut vraiment caractériser la richesse en phytoplancton par la chlorophylle. C'est le pigment qui assure la photosynthèse, présent dans quasiment toutes les espèces. Et on s'aperçoit qu'au début de la mise en place du plan Barnier, vous avez eu des concentrations extrêmement élevées, qui dépassent jusqu'à 300 microgrammes par litre, c'est énorme, avec des pics, des blooms à certaines saisons, notamment en fin d'été. Et puis à l'an 2000, là où on avait vu aussi un changement limité sur certains paramètres comme l'ammonium et le phosphate, là vraiment il y a une rupture nette avec des teneurs en chlorophylle qui sont devenues très très basses. Enfin, elles sont comprises entre 0, enfin 0 c'est pas vraiment la valeur exacte, mais enfin de valeur très faible jusqu'à 35 microgrammes par litre, donc largement au-dessus du seuil qui est donné pour un état, un lagune en bonne santé. Ce qu'on peut voir aussi, c'est le changement des populations phytoplanctoniques. Là, ce sont les densités mensuelles, le nombre de cellules. Là aussi, une diminution importante à partir des années 2000 et actuellement des très faibles concentrations cellulaires. Il faut savoir qu'avant la mise en place du plan Barnier, au début du plan Barnier, c'était essentiellement quelques cellules, quelques espèces qui représentaient le peuplement, des cyclotélas, des chlorella, donc des espèces d'eau saumâtre, d'estuaires, adaptées au changement de salinité, et puis également beaucoup de procentrum minimum, qui est un dinoflagellé caractéristique des eaux rouges. Donc c'est pas sympa d'avoir ça dans une lagune. Et puis on s'aperçoit que là, maintenant, depuis 1994, vous avez en bas l'évolution des populations de procentrum minimum, qui était très importante au début du plan Barnier entre 1994 et 1997, qui ont quasiment disparu depuis les années 2000. Donc point intéressant et important pour les temps. Et puis par contre, au niveau des autres populations, on voit que les concentrations cellulaires notées là-haut par les histogrammes en bâton ont largement diminué depuis 1997. Et surtout, il y a une diversification des populations, avec beaucoup de diatomées, comme des kétocéroses, il y a également des hydroindicats, des flagellés comme les gémidinium, et puis également des petites cellules qu'on appelle les monades, des signicococcus, très spécifiques, des systèmes plutôt pauvres à régénération, justement. Donc on voit qu'avec cette diversification des populations, on rentre dans un autre système.